Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la maîtrise de soi. Nous avons tous constaté dans notre trajectoire de vie que lorsqu'on regarde notre passé, lointain, récent, on se dit avec un peu plus de conscience et de discernement qu'on aurait pu éviter des situations et les conséquences de ces situations si on avait disposé à ce moment-là d'un petit peu plus de maîtrise de soi. Maîtrise de soi pour améliorer la relation, disposer d'une meilleure gestion émotionnelle, bref, en tous les cas, d'éviter des conséquences parfois lourdes, très lourdes, sur notre trajectoire de vie, qui ont pu être réparées, et reconnaissons-le parfois, qui n'ont pas été réparées. Les conséquences sont là. Donc aujourd'hui, c'est comment aborder cette notion de maîtrise de soi, comment on peut la définir, quels sont les outils qu'on peut travailler pour développer une meilleure maîtrise de soi et cette application dans notre quotidien. Pour cela, je suis accompagné par Léa, psychologue clinicienne, que vous avez déjà rencontrée lors de notre précédente vidéo sur la thématique de la nuit obscure de l'âme et qui me rejoint aujourd'hui, et comme je vous l'avais annoncé assez régulièrement, pour aborder différentes thématiques. Donc je me tourne vers toi, Léa, et pourrais-tu nous donner une définition selon toi de ce qu'on peut appeler la maîtrise de soi? Bonjour. Donc la maîtrise de soi, c'est la capacité à réguler ses pensées, ses émotions et ses comportements, ses actions pour les diriger en accord avec nos valeurs profondes et avec les objectifs qui sont les nôtres. D'accord. Pourquoi est-ce si difficile d'atteindre cette capacité? Parce que force est de constater que parfois, même lorsqu'on a fait un travail sur soi, on a consulté un tel, une telle, eh bien, ça marche pas trop, on perd le contrôle, on a des comportements impulsifs, mal gérés, et parfois avec des gens qu'on pourrait qualifier de cortiqués, des gens qui ont des bacs plus ceci, et pour autant, pas de maîtrise. Donc déjà, ça signifierait sans doute que la notion d'être cortiqué, pour reprendre mon expression, ne suffit pas pour bien gérer une maîtrise de soi. Qu'en penses-tu? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'est pas question d'intelligence dans la maîtrise de soi. Il est peut-être plus question de conscience. Conscience parce qu'effectivement, en fait, on a tous des blessures, on a tous des fonctionnements en fait qui vont être un peu automatiques. On a tous des déclencheurs, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on se retrouve et qui vont entraîner une réponse émotionnelle, une réponse comportementale automatique. Et en fait, tant qu'on n'a pas, j'ai envie de dire, pris conscience de ça et pris conscience de notre possibilité d'agir dessus, on va se laisser à chaque fois en fait entraîner. On va être en fait dans la réaction plutôt que dans l'action. La façon que j'ai de différencier les deux, c'est que dans la réaction, c'est vraiment quelque chose d'automatique. C'est l'émotion, c'est la pensée en fait qui va provoquer mon action. Alors qu'effectivement dans l'action, c'est plus un choix délibéré, c'est quelque chose de l'ordre de la conscience. J'ai conscience de ce qui se passe et je vais choisir en conscience, en accord avec mes valeurs, comment j'ai envie de réagir face à cette situation-là. D'accord. Donc tu as prononcé le mot blessure, ce qui m'a interpellé. Donc si je devais reformuler avec mes mots ou mon approche, on est confronté à ces fameuses 5 blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Et je me dis que il y a des situations qui vont venir réveiller donc ces blessures qui saignent toujours. Et tant qu'on ne prend pas soin d'aller réparer ces blessures, on est potentiellement sujet à une perte de maîtrise de soi, même si on a travaillé du yoga, fait du tai chi, du qigong, peut-être même de la méditation, enfin tous ces outils qui sont porteurs a priori d'une autre dimension dans l'approche de l'autre, mais tant que ces blessures saignent toujours, on est dans le risque de venir les éveiller par différentes situations, ou je dirais même peut-être, fidèle à mes croyances, qu'on va attirer inconsciemment des situations qui vont venir réveiller ces blessures pour nous dire va travailler dessus.
Parce que j'ai toujours cette approche un peu pédagogique de la vie. Je pense que la vie est là pour nous dire répare-toi. Hein, la Kabbale l'évoque beaucoup. Hein. On dit dans la Kabbale que la vie est un acte de tikkun en hébreu, qui est un acte de réparation. Nous sommes là, selon les kabbalistes, pour nous réparer. Réparer notre trajectoire, réparer notre psychogénéalogie, réparer notre karma, pour ceux qui adhèrent à ce genre d'approche, mais nous sommes des réparateurs. Et on attire à nous des personnes, des situations qui peuvent révéler parfois la problématique et aussi qui peuvent nous aider à réparer la blessure qui saigne toujours. Et donc, à un moment donné, si j'ai bien compris, il faut avoir le recul, la sagesse, de se dire que peut-être il y a des situations qui se répètent, peut-être même de manière cyclique, et un peu comme si on nous reproposait la même copie, tant qu'on n'a pas, je dirais pas donné la bonne réponse, mais tant que la copie n'est pas complète, si je reste dans cette approche pédagogique, et pour nous dire, va travailler sur cette blessure, elle n'est pas réparée, va travailler sur cette blessure, elle n'est pas réparée. Jusqu'au moment où on est peut-être amené à consulter quelqu'un pour tenter, nous aider à l'identification et nous aider à la réparation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je te rejoins en tout cas sur cette idée-là, effectivement, que la vie nous offre les occasions, en fait, de venir effectivement faire différemment. Qu'il a pu y avoir effectivement une blessure, qui a une blessure, et qu'elle est réveillée, en fait, elle est stimulée en fait par l'environnement, par les événements qu'on vit. Et même au-delà de ça, en fait, c'est parce qu'on a cette blessure qu'on va avoir cette interprétation-là des événements qui nous arrivent. Par exemple, si je traverse la route et que je souris à quelqu'un et que cette personne ne me sourit pas en retour, si la plus grosse de mes blessures, c'est la blessure de rejet, par exemple, je vais lire cette situation comme étant rejetée, comme étant je me sens rejetée. Si c'est de l'humiliation, ma blessure est de l'humiliation, je vais avoir le sentiment d'être humiliée. Ou je vais avoir le sentiment, je vais me dire, c'est complètement injuste, je me souris, l'autre ne me sourit pas. Et ça va effectivement, la blessure va venir aussi, on va dire, colorer la façon qu'on a de percevoir les choses. Et qu'effectivement, avoir conscience de ces blessures, c'est prendre conscience de quand est-ce qu'elle est activée, et quand est-ce qu'elle est activée, comment j'y réagis. Et c'est là où intervient effectivement la maîtrise de soi. Là, j'ai le choix effectivement d'être dans la réaction ou dans l'action. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de se dire qu'il faut qu'on soit guéri de nos blessures pour être dans la maîtrise de soi. Qu'effectivement, la maîtrise de soi nous aide justement à ne pas être objet de nos blessures. Tout à fait, j'entends bien. Et c'est important ce que tu as dit, on n'est pas obligé d'avoir guéri ces blessures pour tendre vers la maîtrise de soi. Parce que je pense qu'il est important de se traiter avec compassion, mais sans complaisance. Avec compassion parce que chacun fait ce qu'il peut comme il peut, et pour reprendre un des accords Toltec, on fait de son mieux. D'accord ? On fait de son mieux avec sa trajectoire de vie, l'handicap, l'environnement, les difficultés rencontrées. Et si on estime, j'ai pas cette lecture, mais si on estime que la notion d'échec, ah là tu vois, je me suis encore planté, là encore tu vois, je pensais que j'allais travailler là-dessus, alors que en thérapie comportementale et cognitive, on dit que la chute ou l'échec fait partie du parcours de la guérison. Il intervient comme outil de guérison à un moment donné. Cette chute permettant comme une sorte de prise de conscience. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important d'avoir, je dirais, de se traiter encore une fois avec compassion, sans complaisance, parce qu'il faut arrêter de se donner des circonstances atténuantes, et en l'occurrence, la complaisance, ça serait selon moi entrer dans le triangle de Karpman, tu vois. La complaisance, ça serait, ah oui, mais regarde, je suis victime, je suis une éternelle victime de lui, d'elle, le méchant, la méchante, du pays où je vis, de la Calédonie, de celui-ci, de ce... Bon, bref, on va se positionner en victime. Et je pense que déjà, un premier outil pour tendre vers une maîtrise de soi, c'est de sortir de ce triangle, d'arrêter de se positionner en victime et d'être dans une quête de sens réel de cet événement arrive là, quelle est là où les blessures qui sont éveillées ou réveillées. Déjà pour moi ça c'est la première étape. Et après, on peut être aidé par quelqu'un qui a ton activité professionnelle pour donner du sens plus précis, aller chercher dans le passé peut-être,
mieux gérer du coup aussi ses émotions, mais travailler aussi cette notion de maîtrise. Parce que si c'était naturel, si on a guéri de tout, on n'a plus besoin de maîtrise, puisqu'on est guéri de tout. Donc, ou alors cette maîtrise, on l'incarne, elle est naturelle. Mais si on a besoin de maîtriser quelque chose, c'est que justement, il faut encore le gérer au mieux. Et gérer cette tendance qui nous amènerait à dire, ah ben voilà, je reviens par exemple dans la posture de victime, je reviens là-dessus parce que c'est très fréquent. Ouais. On éveille une blessure, je me positionne en statut de victime et je cherche le coupable. Et je tape sur le coupable. Pensant que c'est comme ça qu'on va trouver la guérison. Et bien évidemment, on fait le constat que ça n'apporte rien. Et puis peut-être que parfois les choses se répètent de manière cyclique, pas parce qu'on est nécessairement dans un statut de victime, mais parce qu'on a peur. Qu'est-ce que tu penses de la notion de peur qui fait qu'on peut rester dans des cycles et que faut-il maîtriser sa peur en fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, la maîtrise de la peur? Alors, au-delà de la maîtrise de la peur, je dirais que c'est la maîtrise de la réaction face à la peur. C'est-à-dire qu'on peut difficilement maîtriser d'avoir peur. Par contre, c'est quelle attitude j'ai par rapport à cette peur. C'est-à-dire, est-ce que cette peur, elle me sidère? Est-ce que, comme j'ai trop peur, j'y vais pas? Ou est-ce que, ok, je prends note, j'ai peur. J'ai peur parce qu'en fait, là, ça va impliquer un changement. Et le changement, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça me fait quitter ce qui est connu, ça me fait quitter mon confort pour aller vers autre chose. Et donc, effectivement, ça fait peur. Et c'est pas parce que j'ai peur que je vais pas y aller. En fait, c'est plus effectivement, plus que maîtriser la peur, c'est maîtriser effectivement ma réaction avec cette peur. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis dans la fuite? Est-ce que je suis dans l'évitement? Est-ce que je suis dans l'accueil? J'accueille cette peur et ok, oui, effectivement, là je prends conscience justement de j'ai peur parce que ça suscite, ça suppose un changement. Oui, le changement, ça fait peur. Et justement, je suis aussi dans la compassion avec moi, à me dire, oui, effectivement, c'est normal d'avoir peur, et je suis ok d'avoir peur, et puis je vais avancer. Parce que, voilà, c'est un élément que je voulais ajouter, tu vois, la notion de la peur. Parce que, bien sûr, des situations viennent réveiller des émotions. On a parfois le courage d'aller voir quelqu'un pour identifier la nature de ces blessures réveillées et ce que ça génère. Mais c'est comme si on avait conscience que, quelque part, la réparation de ces blessures nous amène à un changement qui peut être radical dans notre trajectoire de vie. Et on peut avoir peur, effectivement, de ce changement radical. Donc ça, c'est intéressant d'aborder ce sujet comme ça, c'est-à-dire, effectivement, l'éveil de la blessure, les émotions qui vont être fabriquées, la peine, la colère, mais dans les émotions, il y a la peine, il y a la colère, il y a la peur. Et il y a la peur du changement, la peur de la transformation, la peur de couper, de trancher, on va passer à autre chose. Et c'est pour ça que parfois, on retrouve les choses de manière cyclique, parce que comment on a géré la peur? Si on a accepté de la rencontrer, de dire ok, j'y vais, et je m'abandonne, j'y vais, je franchis. Ok, ça avance. Mais parfois, on est dans des stratégies de fuite, d'évitement, on s'auto-manipule dans des croyances qui nous permettraient et en fait, on retombe dans le même cycle. Et je crois qu'il faut, là aussi, j'insiste, compassion, pas de complaisance, mais la compassion de dire on fait comme on peut avec la gestion de sa peur. Et à un moment donné, je crois que dans une sorte de bon timing de la vie, on se sent prêt à gérer cette peur. On se sent prêt à couper. On se sent prêt à passer à autre chose. On se sent prêt même à chuter dans de l'inconnu. Parce qu'en fait, la peur, elle est là. C'est si je coupe avec ça, je vais vers une dimension de moi, un espace-temps, une situation que je ne connais pas du tout. Et parfois, on préfère rester petit plutôt que par peur de tendre vers une autre expression de soi, d'autres situations, mais qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui est important aussi dans la notion de maîtrise de soi. Tu as prononcé un mot, c'est la conscience.
Je crois que déjà, cette première étape qui consiste à mettre de la conscience, c'est véritablement important. Quels sont les outils que tu proposes pour tendre vers une meilleure maîtrise de soi? Alors, en premier lieu, effectivement, j'ai envie de dire, c'est un outil d'introspection. C'est comme je disais, c'est avoir conscience de ce qui se passe, c'est mettre de la lumière à cet endroit-là pour justement savoir, ok, qu'est-ce que je veux changer. Et donc c'est effectivement déjà dans un premier temps observer. Observer ses fonctionnements, observer ses déclencheurs, observer qui l'on est, observer ses blessures, etc. pour justement avoir une meilleure connaissance de soi. Ok, je sais que dans telle et telle situation, par exemple, ça provoque en moi une colère extrêmement importante et que là je me mets à hurler et à taper dans les murs. Ok. C'est effectivement aussi avoir conscience tu disais tout à l'heure, effectivement, de sortir de la posture de victime. Effectivement, c'est prendre conscience de sa responsabilité. C'est-à-dire que, en fait, si je passe mon temps à blâmer l'autre, à dire c'est à cause de toi que je suis en colère, je ne peux pas changer. Parce qu'en fait, ça supposerait que l'autre change pour que je ne sois plus en colère. Et là, effectivement, prendre la responsabilité, c'est se dire, ok, en fait, l'autre agit comme il agit, mais moi, ma réaction, en fait, elle dépend de moi. J'ai le choix de réagir différemment. Et ça peut être, alors des fois c'est plus simple de le faire dans l'après-coup que sur le moment, c'est effectivement déjà se poser la question de, ok, ça je sais que ça me déclenche. La façon que j'ai d'être déclenchée, c'est l'émotion que je vais sentir, c'est la colère. L'action que je vais avoir, c'est les cris et taper dans les murs. Ok, comment j'aurais envie d'agir? Se poser cette question-là. Parce que déjà en fait, c'est ouvrir un champ des possibles, c'est ouvrir une autre option. En fait, quand on est dans la réaction, on est dans un automatisme. C'est un peu comme dans nos circuits neuronaux, en fait, c'est des autoroutes. C'est-à-dire, il y a ça, ça provoque ça, qui provoque ça, qui provoque ça. Et l'idée, en fait, c'est justement un moment d'offrir une autre option. Ok, en fait, moi, dans cette situation-là, j'aimerais être en mesure d'exprimer, de dire, écoute, ce que tu dis là, ça me met très en colère, et je préfère, par exemple, qu'on arrête la conversation là, plutôt que de hurler, de taper dans les murs. Ok, maintenant que j'ai conscience de ça, qu'est-ce qui peut m'amener à ça? Ok, en fait là, ce qui peut m'amener à ça, ce serait peut-être effectivement d'être attentif à être plutôt calme à l'intérieur de moi. Ça pourrait être aussi, par exemple, d'éviter le flot de mes pensées, parce qu'à ce moment-là, quand on va me dire ça, je vais commencer mon scénario intérieur, etc., qui va venir justifier par la suite mon fonctionnement. Donc c'est effectivement être dans l'observation et se poser la question de comment j'aurais envie de réagir. Comment est-ce que je peux réagir? Comment est-ce que je peux arriver à ça? Et c'est effectivement aussi par l'expérience, parce que c'est un apprentissage, c'est pas un matin je me réveille et je sais maîtriser mes émotions, mes réactions de colère. C'est qu'effectivement c'est un apprentissage, c'est que petit à petit en fait, je vais commencer à construire justement d'autres mécanismes, d'autres automatismes. Au début, c'est quelque chose qui va demander beaucoup d'attention, qui va créer de la fatigue cognitive, parce qu'en fait, ça va être un travail important sur soi. Et j'ai envie de dire, une fois qu'on a créé ces nouveaux chemins neuronaux, qu'on a créé ces nouveaux automatismes, ça devient beaucoup plus facile. Et effectivement, quand ces déclencheurs ils sont déclenchés, je peux être dans une réaction qui est plus en accord avec mes valeurs et avec mes objectifs dans la situation. D'accord. Donc, en fait, un travail de répétition quotidien qui permettra l'intégration des prises de conscience. Alors, le travail quotidien, en tout cas, effectivement, c'est aussi souvent que possible. Et puis, effectivement, c'est vraiment ce travail d'introspection d'abord, de connaissance de soi, de conscience de soi, et c'est vraiment quelque chose de l'ordre de se concentrer en fait, de mettre de la conscience, de mettre de la volonté dans ce qu'on fait. Pas volonté de l'ordre du contrôle, mais effectivement plus quelque chose. Ça, c'est un mot-clé, la concentration, qu'on tu retrouves dans beaucoup d'approches spirituelles. Savoir rester concentré. Il y a beaucoup de sages sur le plan spirituel qui proposent des exercices de concentration. Parce que la perte de la maîtrise, ça vient de la perte de la concentration. Je le vois moi, dans les pratiques martiales, quand on travaille avec un sabre hyper tranchant,
on est spontanément, pour des raisons assez évidentes, hyper concentré. Parce que le défaut de concentration, donc le défaut de maîtrise, tu paies cher très vite par des blessures graves sur toi ou autour de toi. Tu peux blesser quelqu'un. Donc, et les accidents sont souvent liés à des défauts de concentration. Alors après, avec beaucoup d'éléments qui peuvent justifier ou expliquer le défaut de concentration, la fatigue, l'effet de surprise, l'orgueil, où on ne se concentre pas et on dit oh bah tiens, j'ai envie de plaire, j'ai envie de faire ceci, et on a envie de se la jouer et on n'était pas prêt et on s'est tranché, on s'est coupé. Donc cette notion de concentration, elle est importante. Et pourquoi je disais au quotidien, et je me permets d'insister pour autant, c'est parce que la sollicitation de cette concentration, elle est au quotidien. Alors, la concentration, c'est pas la peur. Hein. Je pense qu'on est concentré quand on prend son véhicule, concentré quand on utilise un objet tranchant, comme je le disais tout à l'heure, concentré quand on s'occupe de son enfant, parce que voilà, c'est précieux, il faut y faire attention. Donc, dans le quotidien, on est sollicité. Mais cette concentration, ça ne doit pas être quelque chose qui relève de la gravité. C'est vraiment une vraie présence à soi. Et pour moi, la vraie présence à soi, elle passe par une vraie présence à son corps. C'est pour ça que je trouve que pour tendre vers une maîtrise de soi, c'est aussi tendre vers un outil comme le yoga, le tai chi, le qigong, la pratique de certains arts martiaux traditionnels, dont l'objectif est justement de travailler cette conscience, cette concentration, cette maîtrise, et de l'intégrer de manière naturelle, ce qui fait que, si je fais référence aux arts martiaux que je connais mieux, même lorsqu'il y a une réelle agression, eh bien on ne perd pas cette maîtrise de soi. On n'est pas déconcentré, déconcerté, on reste dans un état de présence à soi et de présence à l'autre pour mieux gérer cette situation, cette agression potentielle. Et cette notion de concentration, elle est essentielle pour tendre vers la maîtrise. C'est quand on n'est plus concentré, qu'on est sujet à cette perte de maîtrise. Et j'ajoute parfois dans des outils sur l'approche corporelle, des outils assez simples, peut-être de gestion de cette concentration, c'est-à-dire ce sur quoi on peut se concentrer, justement. On peut se concentrer par exemple sur un relâchement corporel. On peut se concentrer sur l'intonation de voix. Se dire qu'on aura tout le temps, quoi qu'il arrive, une voix présente et douce. Présente, affirmée, elle est là. Et douce. Et je pense que quand on se concentre, ne serait-ce que sur ces deux paramètres, suis-je relâché lorsque je discute, à un moment où il faut que je sois en maîtrise. Quelle est l'intonation de ma voix? Comment je me concentre sur l'intonation de ma voix pour conserver une voix douce, quoi qu'il arrive. Ça, la notion de la voix douce, c'était un outil thérapeutique de ce qu'on appelle les essais nerveux. Peut-être qu'on aura l'occasion dans notre vidéo d'en parler. Mais c'était un véritable outil de présence à soi et de présence à l'autre. Si on se dit, quoi qu'il arrive, je vais garder une voix douce, ben déjà, on se concentre sur la maîtrise de cette voix douce, on se concentre sur le relâchement dans le corps, et du coup, de manière très naturelle, on va plus facilement maîtriser une situation. Donc je pense qu'il y a des outils comme ça très, j'ai envie de dire, pratico-pratiques, hein, relâchement du corps, voix douce, tout de suite, on passe à une situation de maîtrise de soi. Et qui peut nous amener à une autre thématique, qui est la maîtrise du soi. Dans le sens où la maîtrise de soi, c'est vraiment dans le quotidien, dans le temps de la vie de tous les jours, afin d'être dans une relation à l'autre, aux autres, à peu près en harmonie, à peu près équilibrée. Et puis parfois parce qu'on s'est fixé des objectifs et grâce à la maîtrise, on arrive à atteindre l'objectif. Je pense à un manager qui pourrait se dire, voilà, j'ai tel objectif en tant que manager et je vais me maîtriser pour atteindre mon objectif par de la discipline, par de la concentration. Pour moi, la maîtrise du soi, c'est la connexion à quelque chose
qui est au-delà de l'ego et du masque que l'on porte dans la vie de tous les jours. Souvent, on porte des masques relationnels. Et la maîtrise de soi, tu l'as dit spontanément, c'est une bonne connaissance au début de nos modes de fonctionnement. Une bonne connaissance des paramètres, j'ai envie de dire, de notre ego. La maîtrise du soi, c'est la connexion à quelque chose qui est plus grand. On appelle ça le grand Philippe, la grande Léa, et qui vient nous transcender, ascender notre être. Et je parlais de concentration, je pense que la maîtrise du soi, c'est rester concentré sur ce qui nous ascende. Et d'avoir la conscience de ce que l'on est, cette fameuse question « qui suis-je ?», au-delà de l'ego. Philippe qui fait ceci, qui fait cela, Léa qui fait ceci, cela dans la journée, mais on n'est pas ça. Ça, c'est notre quotidienneté, ça, c'est le petit moi qui s'active. C'est connecter ce que peut-être on pourrait appeler notre âme, ou une vibration qui est plus élevée. Et quand on la connecte, on est dans une recherche d'harmonie interne, avec, et ça provoque une sorte d'éveil de la conscience. Tu parlais de la conscience, et de la conscience au sens de la concentration. Et là, on peut parler de la conscience au sens d'une conscience plus universelle, au-delà de mon quotidien, dans quel monde je vis. De tenter humblement de cheminer vers cette question du qui suis-je, à l'intérieur de ce monde que je regarde, mais que je vais peut-être commencer à regarder autrement. Dans la maîtrise de soi, on est dans une quête temporelle. Dans une maîtrise du soi, on est dans une quête intemporelle. C'est au-delà du temps qui passe. C'est pas demain il faut que j'y arrive. C'est je me connecte à un autre espace-temps. Et j'ai la sensation qu'en me connectant à la maîtrise du soi, on peut plus facilement tendre vers une maîtrise de soi. On peut avoir l'idée que pour tendre vers la maîtrise du soi, dans un premier temps, il faut développer la maîtrise de soi. J'ai envie de dire, en développant la maîtrise du soi, on facilite le fait de tendre vers la maîtrise de soi dans le quotidien. Je pense toujours que la quête dans la verticalité, appliquée dans l'horizontalité, facilite la gestion dans l'horizontalité. Alors que souvent on dit, fais ton chemin dans l'horizontalité et à un moment donné tu pourras tendre vers la verticalité. Je pense qu'on peut spontanément tendre vers des outils qui nous connectent et qui nous transcendent et essayer d'appliquer ces outils dans l'horizontalité. Concrètement, je pense que plus on travaille la méditation, plus on travaille la prière, plus on travaille des outils corporels, comme je disais, ou des approches corporelles comme le tai chi, le qigong, plus on est contemplatif. Et plus on intègre une sorte de niveau vibratoire qui facilite la maîtrise de soi appliquée dans le quotidien. Et je disais donc qu'il y a des outils, prendre conscience, identifier la nature de la blessure, tendre vers une réparation de la blessure, mais même si la blessure n'est pas réparée, on peut être quand même dans une maîtrise de nos comportements par la fabrication d'autres circuits neuronaux. Et je pense que si on ajoute en même temps, je connecte la nature, je travaille sur une connexion à mon âme par le biais de la méditation, j'essaie de quitter le mental, eh bien tout ça, tous ces éléments, lorsqu'on les aligne, eh bien on retrouve maîtrise du soi, maîtrise de soi, c'est unifié, parce qu'on est unifié. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je te rejoins tout à fait là-dedans. Dans cette idée, effectivement, que, comme je disais, effectivement, la maîtrise de soi, c'est effectivement aller chercher quelque chose en accord avec ses valeurs, avec ses objectifs. La maîtrise du soi, c'est aller chercher quelque chose en accord avec le soi, avec un S majuscule. Et qu'effectivement, en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas l'un avant l'autre ou l'un après l'autre, c'est que ces deux choses coexistent. Et qu'effectivement, quand on est dans cette recherche, cette conscience en tout cas de soi avec un grand S, c'est un outil en tout cas très, très utile justement pour parvenir à ça.
et pour amener aussi justement peut-être un peu justement ce détachement qui manque peut-être dans le manque de maîtrise de soi. Parce que effectivement, quand je me souviens de qui je suis peut-être moins affectée par ce qui est en train de se jouer là dans l'horizontalité, comme tu dis. Je vais tenter de faire une synthèse de ce que nous avons dit. Si tu estimes que ma synthèse est incomplète, tu n'hésites pas à ajouter les éléments manquants. Donc, nous avons en nous des blessures, les fameuses 5 blessures. Nous allons attirer inconsciemment des situations, des personnes qui vont nous amener à toucher de près ces blessures. L'idée à ce moment-là, c'est d'éviter d'entrer dans le triangle de Karpman et de se positionner en termes de victime et de blâmer le bourreau. Au contraire, ne pas entrer là-dedans, prendre le temps d'identifier et de trouver du sens à cette situation, à quoi elle nous renvoie. Puis, par un travail de concentration qui tend vers cette maîtrise, on va commencer à essayer de fabriquer de nouveaux circuits neuronaux qui vont générer de nouveaux comportements de gestion de ces situations. Et puis progressivement peut-être, même si la blessure n'est pas totalement réparée, on est malgré tout dans une meilleure harmonisation dans notre quotidien. Tout ceci peut s'améliorer, en tout cas s'optimiser par une gestion de son corps. Relâcher son corps et se concentrer sur les intonations de notre voix, tant qu'à faire tendre vers une voix douce. Mais qu'on peut aussi cheminer aussitôt en parallèle avec des outils qui relèvent de, je dirais, sur le travail sur le soi, d'accord ? La maîtrise du soi, la contemplation, le contact avec la nature, la méditation, la prière. Pour ceux qui s'y intéressent, pourquoi pas les mantras. Tout ce qui va créer en nous un autre niveau vibratoire qui nous transcende, qui nous ascende, qui nous élève. Et cet autre niveau vibratoire, associé à tous les autres outils, globalement, ça nous permet d'être au centre de la croix entre notre verticalité et notre horizontalité. Et pas, je suis tantôt dans mon horizontalité et je gère des outils relevant de l'horizontalité. Puis, au cours du week-end ou à un autre moment, je suis dans les outils qui me permettent de gérer la verticalité. Non, je suis au centre d'une croix, cette croix se déplace, et ma verticalité et mon horizontalité, j'y travaille en même temps. Tu penses quoi de ma synthèse? Il manque des éléments? Elle est très très bien cette synthèse. Parfait, je te remercie. On va s'arrêter là si tu veux bien, Léa. Okay. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, elle est importante. Qui n'est pas concerné par la maîtrise de soi et peut-être de tendre donc vers la maîtrise du soi. Pardon. Et nous aborderons prochainement une autre thématique. On l'a abordée tout à l'heure avec Léa, mais on attend de la confirmer. Je vous dis à très bientôt et merci. Merci pour votre écoute. Merci. Pour pouvoir approfondir les outils de l'intelligence spirituelle appliquée, je vous invite à partager, à diffuser autant que possible ce podcast. Également d'aller vous inscrire à ma newsletter sur mon site internet, Intelligence spirituelle appliquée. Vous y retrouverez les masterclass déjà existantes et vous serez tenu également informé de toutes les nouveautés. Par ailleurs, vous pouvez me suivre et liker, si vous le souhaitez bien sûr. Vous pourrez me suivre sur ma chaîne Facebook, YouTube et Instagram. Je vous en remercie par avance et sachez que si toutes les thématiques abordées sont importantes pour vous, j'insiste, partagez et diffusez.